Avant que l'île ne soit appelée Hispaniola, avant même que le nom d'Haïti n'existe, cette terre portait un autre nom, Haïti. Une île montagneuse et fertile, habitée depuis des siècles par les Taïnos, qui étaient organisés autour de villages, d'alliances politiques, de croyances spirituelles et d'un lien profond avec la nature. Lorsque Christophe Colomb accoste en 1492, il pense découvrir un monde qu'il pourra facilement intégrer à l'Empire espagnol. Les premiers contacts lui donnent l'illusion d'un peuple pacifique, incapable de s'opposer durablement à la puissance européenne. Mais cette certitude va rapidement s'effondrer, car sur cette île vit un chef qui comprend très tôt que ces étrangers ne viennent ni pour commercer, ni pour cohabiter. Ils viennent pour dominer, et cet homme refuse cette soumission. Son nom, Caonabo. Haïti n'est pas une terre sans ordre. Les Taïnos y vivent selon une organisation sociale structurée dirigée par des caciques dont l'autorité repose sur le respect, la légitimité spirituelle et la capacité à protéger leur peuple. Les échanges entre régions sont constants, les alliances solides et la stabilité politique réelle. Caonabo règne sur le Cibao, une région centrale et stratégique de l'île. Les sources espagnoles le décrivent comme un chef redouté, plus dur et plus méfiant que d'autres caciques. Plusieurs chroniques indiquent qu'il ne serait pas né sur l'île, mais viendrait des Lucailles, ce qui expliquerait son caractère guerrier et sa vigilance face aux menaces extérieures. C'est dans ce contexte qu'il s'unit à Anacaona, sœur de Boetio, cacique du Xaragua. Anacaona est reconnu pour son intelligence politique, sa maîtrise de la parole et son sens de la diplomatie. Leur union dépasse le cadre personnel. Elle relie deux régions majeures d'Haïti et renforce un réseau d'alliances à un moment critique. Lorsque les Espagnols s'installent, certains chefs choisissent l'accueil, pensant établir une relation d'échange. Mais très vite, les abus apparaissent. Les exigences en or se multiplient. Les violences, les enlèvements et les humiliations deviennent monnaie courante. Des forts armés sont construits sans réel consentement. Caonabo observe attentivement. Il comprend que ces installations ne sont pas temporaires, qu'elles constituent une occupation militaire et que la survie du monde taïno est menacée. Le fort de la Navidad devient alors un symbole. Ce n'est pas un simple bâtiment, c'est une implantation étrangère armée au cœur du territoire taïno. Pour Caonabo, cette présence ne peut être tolérée. L'attaque contre la Navidad est décisive. Lorsque Christophe Colomb revient sur l'île lors de son second voyage, il découvre le fort détruit. Tous les Espagnols laissés sur place sont morts. Les chroniques espagnoles attribuent cette attaque à Caonabo, parfois en lien avec d'autres chefs taïnos. Quoi qu'il en soit, le message est clair. La première tentative d'installation durable espagnole dans les Amériques a échoué. Cet événement marque un tournant majeur. La conquête n'est plus perçue comme facile. Dans les récits de l'époque, Caonabo apparaît comme un chef dangereux, capable de désorganiser la présence espagnole et de fédérer une résistance. Dans le Cibao, les Espagnols avancent difficilement. Ils connaissent mal le terrain, dépendent de leur ravitaillement et vivent dans une insécurité constante. Caonabo, lui, maîtrise parfaitement la géographie. Il frappe, se replie, empêche toute domination stable. C'est à ce moment précis que Caonabo fait réellement trembler Christophe Colomb, non par une grande bataille rangée, mais par un fait incontestable. Il prouve que les Espagnols peuvent être vaincus, que leur implantation peut être détruite et que leur autorité n'est pas acquise. Face à cette instabilité, les Espagnols comprennent qu'ils ne parviennent pas à neutraliser Caonabo par la force militaire. Pendant que Caonabo incarne le refus armé, Anacaona adopte une autre posture. Elle cherche à préserver son peuple par la diplomatie, consciente que la violence espagnole risque de s'intensifier.
Elle tente de gagner du temps, d'éviter un effondrement immédiat. Ces deux stratégies ne s'opposent pas. Elles reflètent deux réponses différentes face à une menace inédite, la résistance frontale et la survie politique. Mais pour les Espagnols, un fait demeure. Tant que Caonabo est libre, la colonie reste fragile. À mesure que la résistance se poursuit, les Espagnols comprennent qu'ils n'ont pas affaire à une opposition désorganisée. Les expéditions armées envoyées dans le Cibao s'enlisent. Les soldats s'épuisent, se perdent dans un territoire qu'ils ne maîtrisent pas et vivent une insécurité permanente. Caonabo devient une figure centrale de la peur coloniale. Tant qu'il est libre, la conquête reste instable. Les Espagnols renoncent alors à l'affrontement direct et choisissent la tromperie. Alonso de Ojeda est chargé d'approcher Caonabo. Il se présente avec un discours soigneusement construit, jouant sur le prestige et la curiosité. Il montre des entraves métalliques brillantes, finement travaillées, en affirmant qu'il s'agit d'ornements réservés aux chefs européens, des symboles de pouvoir et d'honneur. Dans la culture taïno, les parures ont une forte valeur symbolique. Caonabo n'imagine pas que l'ennemi renonce à la guerre pour la ruse. Il accepte de porter ses objets et le piège se referme. Il est capturé sans combat. Cette scène marque une rupture brutale. Le chef, qui avait tenu tête aux Espagnols par la force, est neutralisé par la tromperie. Ce choix révèle une vérité essentielle. S'ils avaient pu le vaincre militairement, les Espagnols l'auraient fait. La ruse devient l'aveu implicite que la résistance rendait la conquête trop incertaine. Après sa capture, Caonabo est enchaîné et placé sous étroite surveillance. Les Espagnols ne l'exécutent pas immédiatement. Ils comprennent la valeur symbolique de ce prisonnier. Caonabo n'est pas un chef ordinaire. Il est devenu le visage de la résistance. L'envoyer en Espagne, c'est montrer que même les plus redoutables opposants peuvent être soumis. Il est embarqué sur un navire à destination de l'Europe, mais ce voyage n'arrivera jamais à son terme. Les sources indiquent que Caonabo meurt durant la traversée. Les circonstances exactes restent floues, comme souvent dans les récits coloniaux. Maladie, épuisement, conditions de captivité ou accident en mer. Ce qui est certain, c'est qu'il n'atteindra jamais l'Espagne. Son corps est jeté à la mer. Sa mort crée un vide politique immédiat. Avec Caonabo, disparaît le dernier chef taïno capable d'organiser une résistance armée structurée. Le Cibao, ancien foyer de résistance, passe peu à peu sous domination coloniale. Le silence qui suit est lourd de conséquences. Sans leadership central, les taïnos sont fragmentés. Les Espagnols imposent plus facilement le travail forcé, la violence systématique et leur domination. Les maladies venues d'Europe accélèrent l'effondrement démographique. Anacaona comprend alors que la chute de Caonabo n'était que le début. Elle tente encore de préserver son peuple par la diplomatie, par des gestes d'apaisement et par l'accueil contrôlé. Mais la logique coloniale ne laisse plus de place à la négociation. Quelques années plus tard, elle sera à son tour trahie, arrêtée puis exécutée. L'histoire de Caonabo rappelle une vérité essentielle. La conquête européenne n'a jamais été un processus pacifique accepté sans résistance. Dès les premiers pas de Christophe Colomb en Haïti, des chefs ont compris la nature de cette présence et ont choisi de défendre leurs terres, leur peuple et leur souveraineté. Caonabo n'a pas remporté une victoire définitive, mais il a infligé à la conquête espagnole son premier échec majeur. Il a démontré que l'occupation pouvait être contestée et que l'autorité coloniale n'était ni naturelle ni incontestable. Sa capture par la ruse, puis sa disparition en mer, témoignent moins d'une défaite que de la difficulté qu'avaient les Espagnols à briser sa résistance par les armes. Raconter cette histoire aujourd'hui, c'est redonner une place à des figures que les récits officiels ont longtemps effacées. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, si elle t'a permis de voir cette période autrement, tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant, en likant la vidéo et en activant la cloche de notification et ne rien manquer des prochains épisodes.